venait former une ronde autour des menhirs. Ailleurs encore, on assurait que les pierres dressées poussaient jadis naturellement dans les champs, mais que leur inquiétant développement avait été stoppé par la prière des paroissiens. En réalité, que signifient ces étranges compositions? Honorent-elles les morts? Invoquent-elles les dieux? Définissent-elles un espace? À l'aube de l'humanité, les peuples se déplaçaient pour trouver plus loin, toujours plus loin, des étendues nouvelles, des terrains de chasse, des prairies, des pâturages. Après avoir traversé des plaines, franchi des montagnes et longé des fleuves, après avoir avancé devant eux, ils sont parvenus à ses limites. Plus loin, il n'y avait rien, que la mer effrayante et l'horizon muet qui traçait sa ligne droite comme pour tirer un trait définitif. Comment deviner ce que l'on pouvait découvrir là-bas, si loin, au-delà du visible? On se représentait une nuit perpétuelle, recouvrant des eaux tempétueuses. On imaginait des démons ailés, régnant sans partage sur un univers glacial. Puisque le chemin suivi par des nations nomades s'arrêtait ici, ne leur fallait-il pas trouver une autre façon de poursuivre leur marche? Prolonger la route de manière fantasmagorique pour approcher les dieux et toutes les forces supérieures? Je me promène entre les blocs dressés ici depuis au moins 4000 ans, bien avant les Gaulois et notre cher Obélix. Que d'efforts entrepris pour déplacer ces pierres, les tailler, les dresser. Que d'efforts pour rendre hommage aux dieux redoutables et ouvrir les voies d'un ciel peuplé d'imaginaires. Que d'efforts pour dessiner ainsi la route hypothétique qui mènerait vers le monde de l'immortalité. Ces pierres alignées servaient certainement aussi à étudier les astres et à mesurer le temps. Elles auraient permis, par leur angle particulier, de suivre les mouvements des étoiles. Et l'on suppose que ces observations du ciel entretenaient un rite religieux dont on ne sait rien, mais auquel pouvaient être associés la lune et le soleil. J'aime imaginer que ces pierres prenaient tout leur sens face à l'astre du jour, dont l'éclat exprimait la vigueur des divinités. Je veux croire que ces alignements nous indiquent une route, la première tracée par l'homme confronté au sens de l'existence. Une route qui menait à une vie située plus loin que la vie. Une route qui donnait un sens au mystère du monde et permettait aux êtres humains d'accepter leur sort. Ainsi donc, la première route pensée et construite n'avait pas pour objectif de relier deux villages ou deux tribus. Elle ne cherchait pas à rapprocher utilitairement les hommes entre eux. Elle conduisait à l'absolu. On la suivait, on l'observait, on croyait approcher l'éternité. Puis ces peuples ont disparu. Le chemin vers l'infini a été oublié. La plupart des pierres ont été abattues, volées ou déplacées. Pourtant, l'homme du XXIe siècle vient encore chercher dans les vestiges de ces alignements de grès blanc le passage vers un au-delà qui n'a jamais cessé de lui paraître angoissant et mystérieux. Cela dit, si les voies de l'éternité ont de tout temps continué de hanter l'âme humaine, les habitants de la Terre ont parallèlement tracé d'autres routes, les vraies, celles qui allaient leur permettre de trouver des ressources nouvelles, de rencontrer d'autres terriens, de façonner leur histoire. Mais là encore, le surnaturel semble les avoir guidés par l'intermédiaire d'un demi-dieu. Suivons-le, il va nous amener aux portes de l'Hexagone. Condamné à 12 lourds travaux, Hercule, car c'est de lui qu'il s'agit, dut accomplir pour 10e exploit la prouesse de se rendre sur la terre des Ibères afin d'en rapporter un célèbre troupeau de bœufs au pelage écarlate. Prenons la mer à ses côtés et gagnons le sud. Longeons l'Espagne et pénétrons en Méditerranée par le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule, disait-on dans l'Antiquité. Pour les Grecs, ces rochers escarpés marquaient la limite du monde connu. Au-delà, c'était l'inexploré hostile, peut-être le royaume des morts. Nous passons les colonnes, longeons maintenant les côtes espagnoles à bâbord, et nous voilà sur de nouveaux rivages. La côte que nous empruntons maintenant, qui va des Pyrénées aux Alpes en longeant la mer, fut justement la route créée par Hercule, jadis, au temps où les dieux vivaient encore. Restait à s'emparer du fameux troupeau, mais le volet n'était pas chose facile. Le héros mythologique devait auparavant tuer le propriétaire du bétail, le monstrueux Gérion, personnage pluriel, aux 3 têtes, aux 3 torses, aux 6 bras. Une fois Gérion oxy, il fallait encore rentrer chez soi avec les animaux. Long parcours qui obligeait le demi-dieu devenu cow-boy à traverser une grande plaine en poussant le troupeau devant lui. 2 fils de Poséidon, le dieu de la mer, surgirent afin de lui dérober ses bovins durement acquis. Hercule tua l'un et l'autre, mais le peuple ligure, qui s'était établi dans la région, poursuivit le héros, sans doute pour tenter de s'approprier à son tour le troupeau. On a beau être un demi-dieu, il est difficile de résister à une horde de ligures agressifs. Hercule se défendit de toute sa force exceptionnelle, mais arriva un moment où il lança la dernière flèche de son carquois. Alors,
épuisé. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.